Merci, professeur Benchkron, pour cette introduction. Merci au bureau de la Maforcal de m'avoir invité pour parler d'une thématique, je pense, qui devrait intéresser pas uniquement les pédiatres, mais peut-être tous les autres spécialités, on va dire, sachant que l'allergologie, c'est déjà une spécialité qui est, enfin, c'est un domaine qui est transversal pour toutes les spécialités. Et puis, quand on parle de 1000 premiers jours, on est peut-être à la base des mécanismes, on va le voir, qui vont prédisposer peut-être à développer des allergies qui vont toucher, on va dire, les différents organes. Alors, l'objectif de mon topo, ça va être de définir les 1000 premiers jours et cette notion d'empreinte nutritionnelle qui va nous accompagner un petit peu toute notre vie, d'introduire ensuite et définir la notion d'effet épigénétique. Et on va voir qu'il n'y a pas que la génétique, il n'y a pas que la prédisposition génétique qui va être à la base du développement de l'allergie, mais il y a ces phénomènes épigénétiques entre l'environnement et l'expression, on va dire, des gènes qui va finalement aboutir à un phénotype allergique donné. On va parler un petit peu des facteurs qui modulent cette empreinte nutritionnelle, on va analyser ensuite les relations entre les 1000 premiers jours et l'allergie, définir les facteurs qui influencent les interactions épigénétiques environnement et leurs relations avec les maladies allergiques, et puis d'établir des stratégies. Enfin, on va parler un petit peu des stratégies de prévention primaire, parce que le fait de connaître un petit peu cette base qui va définir le profil, on va dire, allergique par la suite, ou le risque de développer même une allergie, on pourrait justement profiter de cette fenêtre qui est les 1000 premiers jours pour proposer justement des stratégies qui permettraient éventuellement de prévenir même la survenue de l'allergie. Alors voilà un petit peu le plan pour répondre à ces objectifs. Et puis je commencerai rapidement par un quiz. Je vais d'abord vérifier si tout le monde est présent. Je veux dire, si vous n'êtes pas fatigué encore. Et je voudrais savoir, à votre avis, en quelle année le paquebot de Titanic a-t-il sombré? Est-ce qu'en 1901, en 1912, en 1923, en 1924? 1906? Bravo, vous êtes éveillé. Alors c'était en 1902, effectivement. Et puis à votre avis, dans quelle ville a été prise cette photo? Très bien. Et puis, quel tennisman a mis un terme à sa carrière à l'US Open en 2006? Est-ce André Agassi, Roger Federer, Pete Sampras, Andy Roddick? Plutôt Agassi? Qui dit mieux? Eh bien, bravo. C'est effectivement André Agassi, donc vous êtes bien éveillés et ça me fait plaisir. Alors on va passer aux choses sérieuses. À votre avis, les 1000 premiers jours de vie d'un enfant se réfèrent aux 1000 premiers jours de l'année de vie d'un enfant, aux 1000 premiers jours de vie d'un enfant à partir de la conception jusqu'à l'âge de 2 ans, 1000 premiers jours de vie d'un enfant à partir de la naissance jusqu'à l'âge de 2 ans, ou bien les 1000 premiers jours de vie d'un enfant à partir de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 4 ans. Tout le monde est d'accord? Eh bien, bravo. Quelles sont sinon les lettres qui désignent les 4 bases de l'alphabet génétique, à votre avis? ASDF, CGTB, ATCG, KIPS? Eh bien, très bien, ça fait plaisir. Et puis, à votre avis, une mutation génétique peut être provoquée par plusieurs réponses, en tout cas sont attendues: un agent chimique, un agent biologique, un agent physique, ou bien une réplication anormale de l'ADN. Tout le monde est d'accord pour les 4? Eh bien, très bien. Et puis peut-être une dernière question. Qu'est-ce que le métagénome humain? Vous avez une idée? C'est l'impact de l'environnement sur notre ADN, un processus qui trie les parties de l'ADN en fonction des besoins, la partie non codante de l'ADN, ou bien l'ensemble des génomes des populations bactériennes qui colonisent l'être humain. Aïe. Alors, il y a une histoire aussi de microbiote pour ce qui est de l'épigénétique, pour ce qui est, effectivement, c'est la dernière réponse, c'est l'ensemble des génomes des populations bactériennes qui colonisent l'être humain. Bravo, Leïla. Désolé, il y a une dernière question. À quoi s'intéresse sinon l'épigénétique? Enfin, il y a 2 autres questions, pardon. Aux mécanismes qui permettent et changent l'expression des gènes, à la façon de créer l'ADN, à l'ADN des bactéries présentes dans notre corps, ou bien à l'ADN des autres animaux. Là, la première, ben bravo. Dernière question, enfin.
que pourrait permettre la médecine génomique? Est-ce la création de nouvelles thérapies individualisées? Choisir les gènes que l'on souhaite donner à sa descendance? Oui. Choisir le traitement en fonction de l'ADN des individus? Il n'y a pas Jamila là. Et un meilleur diagnostic et pronostic des maladies? Les quatre. Aïe. La première et la quatrième? Ah, la deuxième, c'est une fausse réponse. Mais en tout cas, bravo. Peut-être, mais c'est pas le but. Mais c'est pas le but. Bon, on va passer au fondamental pour justement comprendre un petit peu le lien entre les 1000 premiers jours finalement et le développement des allergies. Alors je ne vous apprends rien, en tout cas les allergies sont des maladies, comme vous le savez, multifactorielles, liées principalement au dysfonctionnement de 3 acteurs biologiques, à savoir le système immunitaire, il faut bien quand même qu'on identifie ces acteurs, le microbiote et puis les muqueuses respiratoires, muqueuses digestives, muqueuses cutanées. Ces dysfonctionnements conduisent finalement à un défaut de tolérance immunitaire, c'est-à-dire quand on est allergique, c'est qu'on n'a pas acquis la tolérance vis-à-vis de ces différents allergènes qui sont à la base non offensifs, ça vous le savez. Et puis les acteurs qui sont étroitement liés entre eux, ils sont influencés par des facteurs de l'environnement, parce que être prédisposé, ce n'est pas suffisant, il y a un environnement derrière, et il y a cette épigénétique, on va y revenir. Et puis l'influence de ces facteurs de l'environnement, il est médié, donc, comme je l'ai dit, par des mécanismes épigénétiques. Je vous apprends rien, Younes a très bien insisté sur la prévalence de l'allergie qui ne cesse justement d'augmenter. Il y aurait un patient sur 2 ou un homme sur 2, on va dire, qui va souffrir finalement de cette allergie. L'OMS estime qu'en 2025, c'est-à-dire c'est tout près les 2025, a estimé que 400 millions de personnes dans le monde vont souffrir d'asthme. Et puis quand on parle de facteurs de risque d'allergie, il y a certes les antécédents familiaux, et donc quand on dit antécédents familiaux, on dit prédisposition génétique. Là, je n'ai pas détaillé quels sont les gènes, enfin il y a plusieurs types de gènes, ou groupes de gènes qui interviennent justement dans le développement de l'allergie. Et puis donc, quand on a les 2 parents qui sont allergiques, on a un risque de 50-60% d'être aussi allergique. Et comme facteur de risque, bien sûr, il y a cette immaturité du système immunitaire qui se retrouve un petit peu dans un environnement un peu particulier lié à cette génétique. Alors les bébés qui naissent par césarienne, ça aussi c'est une donne qui est de plus en plus, on va dire, démontrée. Il n'y a pas que l'allergie qui est intéressée par la voie de naissance, mais il y a aussi, enfin, toutes les maladies d'essai immunitaire, moi-même, qui m'occupe un petit peu des colites inflammatoires, en particulier chez l'enfant. Et à chaque fois que je m'amuse à vérifier les antécédents lointains, chez la plupart des enfants qui présentent une maladie de Crohn, par exemple, on retrouve la notion de naissance par césarienne, un bébé qui n'a pas reçu du lait maternel, ou une diversification peut-être mal faite, c'est-à-dire qu'il y a quand même des facteurs de l'environnement qui ont leur poids un petit peu dans le développement de toutes ces maladies immunitaires. Et pour l'allergie, vous avez effectivement le risque d'asthme qui est 1,8 fois plus élevé chez les enfants qui sont nés par césarienne. Il y a un risque de rhinite allergique qui est aussi élevé par rapport aux enfants qui naissent par voie basse. Le risque d'allergie infantile est plus élevé si la mère a été exposée à la fumée tabagique, et puis la pollution de l'air qui pourrait bien sûr augmenter le risque de l'allergie. Alors les 1000 premiers jours, qui sont en tout cas la base qui va sous-tendre un petit peu tous ces mécanismes, est une période clé pour la mise en place des grands acteurs biologiques que j'ai rappelés au tout début. La nutrition en particulier reçue par le fœtus et l'enfant entre 0 et 2 ans a un effet rémanent qui va persister, qui va programmer en fin de compte le futur de la santé de l'adulte. Et cette programmation va être induite ou modulée par les facteurs de l'environnement et pourrait entraîner bien sûr des modifications de la tolérance immunitaire et garder une empreinte qui va nous accompagner éventuellement toute notre vie. Je vais juste rappeler quelques définitions, ce que c'est que l'épigénétique, les 1000 premiers jours, puis le concept d'empreinte nutritionnelle, et puis il y a d'autres concepts qui ont émergé par la suite. Alors l'épigénétique, c'est finalement des modifications biochimiques transmissibles, c'est-à-dire que l'on peut hériter aussi, il n'y a pas que les gènes qu'on hérite, on hérite aussi les facteurs ou l'épigénome, on va dire. Et donc ce sont des modifications transmissibles de l'activité ou de l'expression d'un gène sans altération de la séquence nucléotidique du génome. Est-ce que vous savez combien de gènes vont s'exprimer dans notre vie en pourcentage? C'est-à-dire même si on est porteur de plusieurs gènes, on n'est pas obligé, enfin ils ne vont pas s'exprimer tous.
Bon, il y a à peine effectivement entre 10 et 20% des gènes qui vont s'exprimer, alors que nous possédons à peu près 21 000 gènes qui sont relativement identifiés, voire un peu plus. J'ai vu 21 000, 25 000. Donc, tous les gènes ne vont pas s'exprimer. Et puis, d'autre part, les gènes vont s'exprimer en fonction un petit peu de l'orientation qu'on va leur donner, parce que les cellules sont les mêmes quand on voit un petit peu l'origine embryonnaire, mais les cellules hépatiques ou là, les cellules pulmonaires ne vont pas exprimer les mêmes gènes, parce qu'il y a un épigénome, finalement, qui est derrière. Alors, les maladies allergiques, bien qu'ayant toutes, bien sûr, un support génétique, ils ont des expressions physiopathologiques, ça on le sait, et cliniques, donc ce qu'on appelle les phénotypes qui sont différentes, expliquées finalement par ces interactions gènes-environnement et donc par l'épigénétique. Alors c'est une passerelle, cette épigénétique, entre l'environnement et le génome. Les effets sont optimaux, et ça c'est un constat qui a été démontré, qui a été évalué, réévalué, comme quoi les 1000 premiers jours, c'est là où ces effets épigénétiques vont s'exprimer finalement le plus. Alors les modifications, ils vont fixer finalement la mémoire des expositions environnementale subie précocement. Donc finalement, pour qu'un gène s'exprime ou qu'une séquence d'ADN s'exprime, il faut qu'il y ait une intervention de cet épigénome, soit pour activer ou pour éliminer l'expression de ce gène. Et cet épigénome, bien sûr, il est étroitement lié à l'environnement. Alors les schémas épigénétiques liés aux manifestations allergiques sont influencés, en fin de compte, par des bactéries, par des virus, par des parasites, par les métabolites de microbiote. Le microbiote, il fait partie finalement de cet environnement, par les composants nutritionnels spécifiques, tels qu'on va en dire un mot, les acides gras polyinsaturés, certaines vitamines, certaines plantes, la micro-ARN d'origine animale et puis le lait maternel. Alors ces mécanismes, juste pour vous faciliter un petit peu la compréhension, vous avez certainement entendu dans des topos précédents tout ce qui est méthylation, désacétylation, etc. C'est ça un petit peu les mécanismes, on va dire, biochimiques de l'épigénétique. Alors quand on sait que la méthylation, par exemple, de l'ADN, il est enroulé autour de ce qu'on appelle les histones, et puis entre justement histone et la chaîne de l'ADN, quand la méthylation a lieu sur l'ADN, ça va éventuellement réprimer le gène. Quand l'acétylation couplée à la méthylation touche les arginines qui se trouvent sur les histones, ça va activer l'expression de l'ADN. Et donc, vous voyez un petit peu que ça se joue sur que ce soit dans l'espace ou dans le temps, sur des mécanismes un peu très, très, très fins. Alors l'intervention aussi des ARN encodants a été démontrée, notamment ce qu'on appelle les micro-ARN. Et donc le dépôt de radicaux méthyl, phosphoryl, acétyl sur des lysines de queue d'histone peut justement activer la transcription d'un gène, alors que le dépôt des mêmes radicaux plutôt sur l'ADN, ça va entraîner l'inactivation de la transcription. Donc vous avez un gène mais qui ne va pas s'exprimer. Alors les 1000 premiers jours, donc finalement, c'est cette période qui va de la conception jusqu'à les 24 mois, c'est-à-dire jusqu'au 2e anniversaire. C'est le début finalement de la vie, avec une période, ça vous le savez aussi, les pédiatres le savent peut-être plus, il y a une période de croissance qui est très rapide, le fœtus qui triple son poids entre 6 et 9 mois de grossesse, et puis après la naissance, vous avez le poids qui triple à nouveau entre la naissance et 1 an. Alors la nutrition au début de la vie n'a pas pour seul but, ça on le sait actuellement et de plus en plus, il n'a pas pour seul but de fournir les matériaux de construction et de l'énergie requise, on va dire, pour la croissance. Il y a un autre enjeu considérable qui a émergé notamment dans les travaux de David Becker, qui était à la base justement de ce concept des 1000 premiers jours. Alors les événements qui surviennent durant finalement les 1000 premiers jours vont laisser une empreinte qui va nous accompagner toute notre vie, avec des conséquences bien sûr sur le plan, on va dire, de la santé. Alors le concept de l'empreinte nutritionnelle, c'est toujours d'après les travaux de David Becker, les adultes qui sont nés avec un poids inférieur par exemple de 2,5 kg ont un risque 4 fois plus élevé de présenter plus tard un diabète de type 2. Donc il y a un lien qui a été en fait démontré, je dirais d'une manière épidémiologique, entre le poids à la naissance et la survenue de troubles métaboliques tels que le diabète de type 2. Plus le poids de naissance est faible, plus le risque de développer une HTA aussi durant la vie adulte est élevé. Donc on n'a pas intérêt à naître avec un petit poids, avec un retard de croissance intra-utérin.
Il y a aussi ce nouveau concept qu'on appelle le concept des origines développementales de la santé et des maladies, ou qu'on appelle aussi la programmation nutritionnelle, et ça rejoint un petit peu toute l'épigénétique et ce qu'on a rappelé au tout début. Alors il faut savoir que les perturbations de la nutrition au début de la vie ont des conséquences à court terme sur la morbimortalité. À long terme, vous avez cette empreinte durable qui va régler tous nos thermostats et conditionner le risque de maladies chroniques et en particulier l'allergie. Alors, au cours de la période périnatale aussi, il y a beaucoup d'échanges qui vont se faire entre la mère et l'enfant. Pendant la grossesse, c'est des transferts humains et microbiens qui vont se faire via le sang du cordon. Lors de l'accouchement, c'est justement cette contamination par la flore vaginale de la maman. Lors de l'allaitement aussi, il y a beaucoup de nutriments qui passent à travers le lait maternel et qui vont certainement impacter le microbiote et indirectement l'état de santé, le système immunitaire en particulier. Et puis ces transferts vont faire maturer finalement les systèmes biologiques dont on a parlé tout à l'heure de l'enfant et qui vont ensuite conditionner sa susceptibilité de développer des troubles métaboliques, des maladies et tout particulièrement des allergies. Alors les interactions gènes-environnement et le lien avec l'allergie reste finalement un exemple prototypique de ces interactions entre les gènes et l'environnement. Elles sont influencées par les variations épigénétiques, par les altérations environnementales. Et vous avez ces 1000 premiers jours qui, certes, là où s'exercerait le plus cet effet, on va dire, de l'épigénétique, de toutes ces modifications, on va dire, sur le plan immunitaire en particulier. Alors ces 1000 premiers jours sont considérés en fin de compte comme une fenêtre d'intervention, c'est-à-dire on connaît un petit peu ce qui se passe actuellement pendant cette période et on peut essayer de modifier le cours des choses et peut-être éviter beaucoup de problèmes de santé par la suite. Alors, parmi les facteurs qui vont moduler finalement cette interaction au cours des 1000 premiers jours, vous avez exactement le rôle du microbiote intestinal. Le nouveau-né, on l'a vu, qui naît quasiment stérile, va être contaminé ensuite par le microbiote vaginal quand il naît par voie bien sûr basse. Par la suite, ce microbiote va se complexifier et nous aurons notre empreinte microbiotique qui va être finalisé, on va dire, vers l'âge à peu près de 2 ans. C'est-à-dire qu'il va y avoir des changements pendant les 2 premières années. Et puis, arrivé à l'âge de 2 ans, nous aurons notre empreinte qui va nous accompagner toute notre vie. Bon, c'était juste pour rappeler un petit peu le rôle du microbiote. Alors, un état aussi nutritionnel maternel altéré va certainement impacter, soit directement, soit indirectement, ce microbiote intestinal du bébé. Donc, ça va impacter aussi l'épigénétique qui va finalement favoriser l'expression de gènes et en particulier les gènes qui vont être à l'origine des allergies en particulier. Alors microbiote et mode d'accouchement, c'est juste là aussi pour le rappeler, l'absence d'exposition du nouveau-né au microbiote vaginal, c'est-à-dire pour les bébés qui naissent par voie haute, va favoriser le risque d'atopie dans l'enfance. L'extraction par césarienne est associée à un risque de dermatite atopique et de sensibilisation et des sifflements, donc on n'a pas intérêt à naître finalement par voie haute. Et puis donc il y a aussi ce stress hormonal qui a été évoqué quand l'enfant naît par césarienne et qui aurait un rôle justement dans le développement des allergies. Avec le lait maternel aussi, il y a un microbiote intestinal qui va être encore plus riche en bifidobactéries et ce sont des gènes qui sont très bénéfiques, qui vont peut-être changer là aussi le cours de l'expression d'un certain nombre de gènes et vous avez tout particulièrement le rôle de ce qu'on appelle les HMO, les pédiatres connaissent très bien les Human Milk Oligosaccharides qui vont finalement impacter le microbiote et qui vont interagir même avec les lymphocytes, notamment les lymphocytes T régulateurs. Il y a un rôle protecteur de l'allaitement maternel, une dia que j'ai piquée à mon ami professeur Mahraoui. Rôle protecteur de l'allaitement dans beaucoup d'études. Quand la durée dépasse les 6 mois, l'effet est le plus important. Après 6 ans, cet effet qui va s'estomper. Mais l'allaitement maternel doit toujours être bien sûr privilégié et son impact sur la prévention reste, même si son impact sur la prévention reste limité. Je ne vais pas rentrer dans les interventions pour moduler le microbiote intestinal. Vous le savez, il y a beaucoup d'études actuellement qui ont montré peut-être l'impact de l'adjonction ou de l'administration de certains probiotiques ou même pour certains prébiotiques sur justement la modulation du microbiote et donc le devenir finalement immunologique en particulier, ne serait-ce que pour l'allergie au PLV. Il y a eu des travaux italiens où le fait de proposer un hydrolysat au PLV qui est plutôt enrichi en LGG, en Lactobacillus rhamnosus, va permettre d'accélérer l'acquisition de la tolérance. C'est-à-dire que certains probiotiques pourraient même guérir parfois une allergie.
Voilà, donc c'est juste une conclusion d'une étude qui a évalué l'utilisation des probiotiques, les prébiotiques, c'est tout ce qui peut moduler finalement le microbiote intestinal. Et on voit que les probiotiques commencés au cours du 3e trimestre de la grossesse et poursuivis pendant les 3 premiers mois de la vie, administrés sous forme de mélange d'espèces, permettent de réduire l'incidence tout particulièrement de la dermatite atopique. Il n'y a pas d'effet protecteur constant sur le développement de maladies respiratoires allergiques ou de sensibles allergiques. L'ajout de prébiotiques n'a pas montré d'effet, mais l'essentiel, il y aura certainement un effet bénéfique sur l'inflammation, sur le microbiote intestinal. Et puis on connaît actuellement de plus en plus le rôle nocif des antibiotiques qui sont administrés pendant cette période de 1000 premiers jours. Un lien entre le développement de maladies allergiques et la prise d'antibiotiques durant les premiers jours a été démontré. Alors, lors de la grossesse, l'exposition de la mère aux antibiotiques aussi augmente le risque d'asthme chez l'enfant. Le risque et les doses dépendants. La consommation d'antibiotiques dans l'année précédant la grossesse augmenterait aussi le risque d'asthme. Donc, vous voyez un petit peu l'impact de l'antibiothérapie, entre parenthèses, parfois abusive, sur le développement de maladies allergiques. Je ne reviens pas sur la diversification alimentaire, je pense que les recommandations sont actuellement claires. Qu'il s'agisse d'enfants allergiques ou atopiques ou d'enfants non allergiques ou non atopiques, les recommandations sont les mêmes. Il va falloir démarrer cette diversification alimentaire selon des sociétés savantes, initiée entre 4 mois révolus 6 mois. Pas de régime chez la maman, même quand il y a un terrain atopique, et introduire donc le maximum, on va dire, de protéines, et même des protéines à potentiel allergique durant la fenêtre d'opportunité des 17-24 semaines. Bon, juste pour le rappeler, je ne vais pas revenir sur tout ce qui est fondamental, le rôle des lymphocytes, et tout particulièrement au cours de ces 1000 premiers jours, il y a un niveau élevé de plasticité dans le développement des lymphocytes, donc ils vont choisir une voie plutôt qu'une autre, vers la voie TH1, la voie TH2, donc en fonction un petit peu de cette intervention de l'épi, on va dire, génétique. On a aussi évoqué le rôle des acides gras ou leur consommation pendant ces 1000 premiers jours. Et donc, cette association entre acides gras et allergies qui explique en grande partie de multiples mécanismes épigénétiques qui vont affecter soit les voies inflammatoires, soit les voies plutôt immunomodulatrices. Là, c'est pour résumer un petit peu le rôle des différents acides gras, les oméga 3 qui auraient tendance plutôt à réduire le risque d'allergie, alors que les oméga 6 qui peuvent augmenter le risque d'allergie. Rôle de vitamines, et tout particulièrement la vitamine D et la vitamine A, actuellement largement connues pour leurs propriétés immunomodulatrices. Et puis vous avez finalement cette synthèse, on va dire, des mécanismes ou des modifications qui vont intervenir au cours des 1000 premiers jours, donc depuis la conception jusqu'à la fin des 2 premières années. Et donc, vous voyez, en tout cas, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, l'alimentation, l'utilisation des antibiotiques au cours de la grossesse, puis après la naissance, la voie d'accouchement, l'utilisation des antibiotiques, la qualité de la diversification, etc. Donc, vous avez plusieurs facteurs qu'on pourrait éventuellement moduler, sur lesquels on peut intervenir, et on pourrait peut-être impacter l'avenir, et notamment le risque de l'allergie. Donc voilà un petit peu les facteurs finalement de risque d'atopie, tout ce qui est en vert, en fait, c'est ce qu'il faut peut-être favoriser pour éviter l'allergie. Et quand on va vers le rouge, c'est en tout cas les conditions qui peuvent favoriser le développement de l'atopie. Et ce que je vous demande de retenir, ce sont ces recommandations finalement pour prévenir l'allergie. Si on veut résumer tout ce qu'on vient de voir, pas de régime ni tabac pendant la grossesse, pas de tabagisme passif du nourrisson. Vous allez rendre service à l'enfant. Favoriser l'accouchement plutôt par voie basse. Pas d'utilisation abusive d'antibiotiques. Les compléments alimentaires, c'est des pistes prometteuses, en particulier les oméga 3, la vitamine D, les préprobiotiques. Traitement précoce et efficace de la dermatite atopique, quand on sait que la voie cutanée est une voie qui est immunogène, donc les allergènes qui traversent ou qui passent à travers une peau altérée peuvent favoriser le développement d'allergies alimentaires en particulier. Et puis donc l'intérêt et tout l'intérêt de l'allaitement, je ne vais pas trop insister, les recommandations en matière de la diversification alimentaire, la date d'introduction des aliments allergisants qui devraient rester libres, une démarche proactive aussi chez les enfants à risque allergique, et nous avons avec nous Madame Dominique Sabourou, en fait, qui a initié des études sur l'intérêt de l'introduction d'allergènes précocement dans le but d'éviter ou de prévenir l'allergie, notamment pour le lait. Il y a même des protocoles aussi pour l'arachide. Et l'intérêt, finalement, de cette immunothérapie allergénique rapide en cas de rhinite allergique qui pourrait peut-être nous éviter un certain nombre de problèmes. Donc, je vais conclure par dire que la programmation épigénétique étant essentielle au cours du développement, les changements physiologiques se produisent au cours des 1000 premiers jours
font de cette période une fenêtre critique pour les processus épigénétiques, les facteurs de l'environnement, pollution, antibiotiques, nutrition, pendant cette période vulnérable, peuvent entraîner des altérations phénotypiques et des maladies, on l'a vu, tout au long de la vie. Il est généralement admis que les facteurs de l'environnement jouent un rôle majeur dans le développement des allergies. Il semble que le microbiote en particulier soit un acteur pionnier dans cette programmation développementale. La nutrition aussi pendant la grossesse et l'allaitement ont un impact positif sur la signature épigénétique. Et puis les 1000 premiers jours qui représentent une période cible pour la mise en place de stratégies qu'on vient de voir sur la prévention, pour la prévention des allergies, une période considérée plutôt comme une fenêtre d'opportunité au cours de laquelle tous les événements extérieurs influençant ces processus auront un impact crucial sur la programmation métabolique, immunologique, microbiologique qui affecterait donc finalement la santé d'un individu à l'âge adulte. Intérêt donc de cette fenêtre d'opportunité et donc les 1000 premiers jours de vie restent un enjeu de santé publique. Vous connaissez l'intérêt qu'a émis notre ministère de la Santé par rapport à la sensibilisation vis-à-vis de ces 1000 premiers jours et l'introduction de mesures préventives, pas uniquement pour les allergies, mais peut-être pour toutes les maladies non transmissibles qui peuvent affecter l'adulte par la suite. Voilà, merci de m'avoir toléré.